Un message de notre commanditaire Royer. Depuis 1934, Royer est une entreprise canadienne devenue chef de file dans la production, la manufacture et le design de bottes de travail. La mission de Royer est de devenir la référence des professionnels en matière de bottes et de chaussures de sécurité. Que ce soit pour le secteur de la construction générale ou bien pour celui de la transformation des métaux, l'approche Royer garantit que chaque produit fabriqué est conçu pour améliorer les performances sur les lieux de travail, même dans les environnements les plus exigeants. Soyez bien équipés cet été et visitez le site web www.royer.com pour vous procurer des bottes de qualité supérieure conçues par une entreprise de Chine. Salut la gang, à ça je prends bien avec mon chum Alex. Alex est un monteur d'acier. On va parler de sa formation, de son parcours professionnel, de l'évolution du métier. Puis on va parler aussi du projet du Pont Champlain. C'est un chantier auquel il a participé. Puis on va parler aussi de plein d'autres sujets super intéressants. Je te souhaite une bonne épisode. Les gars de la construction, c'est pas nécessairement les gars ou les filles, désolé. De la construction, c'est pas nécessairement du monde qui font 100, 120 000, 150 000 par année. Puis ceux qui font 150 000, on va se le dire, ils sont pas chez eux. La vie familiale, j'ose croire que c'est pas A1. Fait que, tu sais, un gars de construction, puis il faut que le monde comprenne aussi que résidentiel, commercial, j'allais en parler, industriel. Ouais. Tu sais, fait que les gars de la construction sont pas tous dans la même situation. T'as des secteurs qui sont soit plus chiants ou qui sont premièrement, c'est pas la même rémunération. Fait que ça, c'est important à prendre en considération. Si tu travailles dans le résidentiel, t'es payé pas beaucoup moins cher, mais t'es payé moins cher qu'un gars qui travaille dans l'industriel. Fait que oui, c'est beau de tout mettre les gens dans la construction, les travailleurs dans la construction dans le même bateau, mais la majorité d'entre eux vivent pas la même chose. Puis ils n'ont pas les mêmes rémunérations, puis ils sont tous pas dans le même bateau. Fait que ça, c'est juste important que le monde comprenne ça. On peut pas mettre tous les gens dans la construction dans le même bateau. Ouais. Puis en même temps, si on sort de tout ce qui est finance, puis on s'en va dans la vie de chantier, la réalité. Puis après ça aussi, c'est que faut que tu penses aussi au parcours éducatif où tu vas chercher ta formation. Parce que oui, on met tout le monde, les travailleurs de la construction, dans le même bateau, mais admettons un gars, puis on va s'en jaser, mais admettons ton parcours éducatif, ça a été quoi, comparativement, mettons, aux autres? Fait que toi, quand tu es rentré dans le système éducatif, c'était quoi, mettons, ton parcours? Ben, tu sais, moi, quand j'ai commencé, j'ai commencé en 2014, puis j'ai travaillé sur le commercial en commençant. En commençant? En commençant, j'ai commencé sur le commercial, puis j'ai appris, mettons, à la vieille façon, on peut dire. Mais t'as-tu fait ton... J'ai fait mon DAP. T'as fait ton DAP, c'est ça, c'est un DAP. DAP. Puis, j'ai regardé ça hier, je pense que... Moi, j'étais électricien, je vais parler pour moi. Me semble, moi, c'est 8000. Moi, c'était 8000 heures d'apprentissage. Puis, à l'école, on faisait 1800, je pense. 1800 Puis là, ça a changé là, avec les nouvelles lois. On pourra en reparler, là, mais je pense, moi, c'était 1800. Puis, on avait 8000 heures d'apprentissage à faire. Ouais. Mais toi, si je me souviens bien, c'est 1800, mais c'était 6000. Fait que toi, tu as 3 apprentissages, non? Non, mais j'ai 3 apprentissages de 2000 heures, mais mon DAP créditait 1230 heures. Parce que fait que toi, tu as 1200. Fait que toi, dans ton apprentissage, tu as pu prendre ton 1200 puis le... Ouais, le mettre comme que je veux. Tu sais, je pouvais le mettre en partant ou... Dans tes 3, là. Ouais, dans tes 3 apprentissages. Exactement. C'est toi qui le gères, on peut dire, là, ces heures-là là, qui sont créditées par rapport à ton DAP. C'est un peu moins qu'un an, le DAP de monteur d'acier. C'est moins d'un an? Mais puis en même temps, avant qu'on aille tout de suite dans ton apprentissage, c'est quoi tu fais, admettons, comme apprentissage? Quand tu es au DEP, moi, je me souviens... Mettons, à quoi que je touche, mettons? Ben, c'est quoi qu'ils t'apprennent? Parce que moi, je me souviens que, on a fait beaucoup d'automatisation, on rentre dans les maths poussées. Après ça, avec l'électricité, c'est quand même un peu poussé. Puis après ça, on s'en va dans tout ce qui est résidentiel, le système de chauffage, système de sécurité, des trucs comme ça. Mais, mettons, un monteur d'acier fait quoi à l'école, en fait? C'est quoi vous apprenez? On touche le grillage. En fond, le grillage, c'est comment on va attacher une pièce, un beam, une colonne. C'est la façon qu'on va l'attacher, avec quelle élingue, quel choker qu'on va l'attacher pour les capacités, justement, comme les poids, chaque lever de charge, mettons? Exactement. Ouais, c'est ça. Lever des charges, fabrication. On va toucher comment manipuler un grinder, une meuleuse. Des torches pour couper aux torches, apprendre à souder. Ben, c'est ça, vous soudez aussi. Fait que chaque monteur d'acier est capable de souder, right?
On a toute une base. Tout le monde connaît. Quand tu fais ton DAP, tu as soudé pendant, je me souviens pas, je pense que c'est 400 heures du DAP que tu soudes. C'est quand même, hein? Quand même. Fait que, on touche les 4 positions, c'est à la rod. Tu touches le A-plat horizontal, le vertical, le montant, puis le plafond. Fait que quand même. Fait que imagine 400 heures de soudeur. Ouais, fait que t'es quand même... Fait que quand t'arrives sur le chantier, t'es capable de souder parce que nous autres, mettons, fuck all. Pas capable de souder pantoute. Là. Mais ça touche moins, c'est moins connexe. Mais tu sais, quand tu penses à ça, mettons, si on va dans le commercial puis industriel, les gros chantiers, la soudure, là, de partout. Puis c'est sûr et certain que si, en plus, qu'est-ce qui est nice, c'est que toi, tu l'as appris à l'école, nous autres. Jamais parlé de soudure. Fait que, mais c'est sûr et certain que c'est pas interrelié directement avec notre métier. Ouais. Mais je trouve ça vraiment intéressant. Hey, 400 heures de soudure, ça veut dire que pour souder, faut que tu comprennes qu'est-ce que tu fais. Là. C'est quand même 400 heures. Ben parce que nous, pas toutes les soudures, mais la plupart, mettons, sont vérifiées, sont inspectées. Fait qu'il y a des tests, des rayons X, il y a, c'est ça. En plus, en chantier, mettons, quand il y a des pièces que c'est vraiment important pour, je sais pas moi, une porte d'une écluse ou peu importe, la soudure, ben il y a souvent des inspecteurs puis c'est inspecté au rayon X. Fait que nous, avec cette petite base-là de 400 heures, tu sais souder, mais si tu veux souder en chantier, il faut que tu aies ton CWB. Mais c'est ça. C'est ça, il faut que tu ailles plus loin pour si tu veux souder en chantier. Fait que là, ils te montrent la soudure. Quand tu arrives sur le chantier, tu peux pas tes cartes. Fait que tu peux pas tes cartes. Fait que tu peux pas souder. Fait qu'ils te montrent les bases, mais tu peux pas souder. Ouais, mais je pense que maintenant, avec le DAP, à l'école, à la fin de ton année, mettons, ils vont faire venir un inspecteur à l'école. Pour t'évaluer, puis tu sors avec ta carte. Ouais, exactement. Fait que ça, c'est nouveau. Ouais, c'est nouveau. Je pense que la cohorte, après moi, dans le fond, ils ont commencé à faire ça. Mais non, mais c'est. Puis, admettons, autre que la soudure. Plus de soudeurs en chantier, parce qu'en ce moment, il y a c'est l'enfer. On a besoin de soudeurs, il y a une demande. Comme sur n'importe quel chantier, c'est un peu toujours la même chose. Quand il faut souder ou quand on arrive à des pièces, il faut que ça soit ultra précis. Il y a beaucoup de difficultés d'avoir du soudeur. Fait que c'est pour ça que je trouve intéressant. Puis là, toi, tu l'avais pas, mais là, tu dis que finalement, comme tu penses que quand tu sors d'un cours de monteur d'acier, t'es certifié? Non, c'est fait. Je le sais. Mettons, il y a un gars que j'ai travaillé avec. Lui, l'année suivante, après moi, un petit peu plus d'allure, en fait. C'est ça. Je sais pas comment dire, mais parce que, tu sais, beam, monteur d'acier, soudeur. Ouais, on fait de la soudure sur tous les chantiers de la soudure. Ça va avec. Ouais. Mais c'est ça. Puis moi, qu'est-ce que je trouve intéressant, c'est que déjà là, tu vois qu'il y a eu comme un petit peu une amélioration. Ouais. Puis dans l'apprentissage, c'est ça qui est important parce que quand moi j'ai commencé il y a 10 ans, je pense pas que les réalités ou la job qu'on avait à faire, oui, la majorité, 90% du stock qu'on a à faire à l'école, oui, on apprend, mais tout dépendamment. Tu sais, parce que où que je vais aller avec ça, là, mon point, c'est que dans l'apprentissage, puis tu sais, tantôt, on parlait des 3 secteurs. T'as le résidentiel, le commercial, puis t'as l'industriel. Il y a le génie civil aussi. Puis c'est ça. Puis t'as les 4 secteurs. Tu peux aller encore plus loin dans le plus précis, puis dans l'ingénierie, puis des affaires de même, c'est ça. Fait que quand t'es à l'école, moi, je me souviens, quand j'étais à l'école, tu sais, on apprenait des trucs, mais quand je suis sorti de l'école, oui, on avait appris la base, mais tout dépendamment du secteur dans lequel tu vas commencer à travailler, c'est... oui, tu as les bases, mais c'est tout un autre monde. Ouais. Fait que, tu sais, ça, c'est quand même important que, justement, l'apprentissage qui évolue, puis qui ajoute les réalités des chantiers de construction dans l'apprentissage. Parce que de plus en plus, en plus qu'on a de la misère à avoir des bons jeunes, puis qu'il y en a de moins en moins, puis qu'il y a des pénuries, puis comme dans n'importe quel secteur, mais si on est quand même encore plus de mieux les former... Ouais. C'est encore mieux, en fait. Ouais. Fait que dans le fond, tu sors de l'école, puis tu t'en vas où? Tu t'en vas dans quel secteur? Tu t'en vas dans le commercial? Qu'est-ce que tu fais? Pour commencer, nous, je faisais des bâtisses, mettons, du commercial. Fait que l'usine de Bauer à Saint-Jérôme, j'ai fait cette usine-là. Ah ouais? Bauer? Ouais, c'est bord de la 15. Ouais. C'est une bonne job. Puis, en quelle année, ça? Ben, je pensais que ça faisait longtemps. 2014, ben, ça fait 10 ans. Là, ça fait, c'est vrai. Ça fait quand même 10 ans, le temps passe vite. Fait que, j'ai fait ça. J'ai fait des Tim Hortons, des pharmacies, des IGA, des agrandissements de grosses usines. Ben, pas des grosses usines, ouais. Puis ça, c'était catégorisé commercial, right? Ouais, c'est pas l'usine, mais je veux dire, de bâtiment, du renfort, ouais. Puis, en fait, justement, ça va t'amener... Puis,
admettons, si on repart en avant de ton apprentissage, quand tu es sorti de là, puis à la base, pourquoi tu t'es lancé dans le monteur d'acier? En fait, c'est parce que mon père, c'est pas. Mon père est monteur d'acier, mais j'étais à l'école, j'ai joué au hockey jusqu'à l'âge de 20 ans. À 17 ans, je suis rentré dans le fond au cégep. J'ai essayé le cégep, puis finalement, c'était pas pour moi. Fait que j'ai quitté. Puis mon frère, lui, il venait de commencer dans le métier. Il venait de faire son DAP, il commençait monteur d'acier. Puis là, je commençais à jaser avec. Je trouvais que ça m'intéressait. Fait que j'ai quitté, puis j'ai commencé mon DAP. Je me suis inscrit. Il y a des petits tests d'aptitude. Physique. Puis c'était-tu public? C'était-tu public, right? Ouais. Il y a une école au Québec, c'est à Montréal. C'est Montréal, c'est l'école des monteurs d'acier, chaudronniers, fabrication aussi. OK, il y a une école à Montréal, puis c'est... Au Québec. Au Québec? Oui, pour le métier de monteur d'acier. En fait, à ça, on appelle ça monteur-assembleur là, depuis quelques années. Là. Mais ouais, il y a une école au Québec, puis c'est celle-là. Le CFM. Quand même? Ouais. T'as des cohortes de jour puis de soir. Je sais pas si ça doit rouler, là. Ils doivent en sortir une méchante gang. Mais puis j'ai regardé justement un peu de données là, au niveau de monteur d'acier. Il parlait d'environ d'un 200 monteurs d'acier qui sortaient annuellement des écoles éducatifs, les écoles de métier. Fait que tu sais, c'est quand même bon. Puis je me souviens plus exactement c'est combien, mais vous êtes quand même une méchante gang. Mais quand tu penses à ça, imagine juste 200. 200. C'est pas beaucoup, là. Mettons, quand tu penses à travers le Québec, là, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup qui sont formés, mais aussi. Ça, c'est 200 qui sont formés. Mais sur le 200, ceux qui font vraiment le métier... C'est ça. Tu dois avoir, mettons, je pourrais 2/3 qui finalement... Je sais pas les données, mais d'après moi, c'est peut-être le quart. Parce que moi, je me souviens quand j'étais à mon DEP, là, dans mon cours, je pense qu'il y a peut-être un 1/3 du monde qui était dans la classe qui ont vraiment fini comme électricien. Fait que, tu sais, c'est fou rire. Fait que, OK, bon, on repart, excuse, je t'ai coupé, mais au niveau de ton père, de pourquoi que tu t'es lancé justement dans... C'est ça. Mon frère, dans le fond, lui, il commençait dans le métier. Puis là, je posais des questions, puis je les entendais tout le temps parler les soirs au souper. Qu'est-ce qu'il avait fait? Mon père et mon frère, en fait, parce que moi, je savais pas trop quoi faire encore. Je venais de quitter le cégep. Fait que là, je les entendais parler des chokers, la grue, de ci, de ça. Je comprenais rien. Puis moi, je faisais juste écouter. Je posais des questions un peu. Puis là, mon père m'a dit, pourquoi tu vas pas faire ton DAP? Je dis, let's go. Fait que je me suis inscrit, j'ai fait les tests, j'ai été accepté. J'ai commencé mon DAP. J'ai fait, c'est à peu près moins d'un an, comme on disait tantôt, 1230 heures. Pour être honnête, quand je faisais le DAP, j'étais tellement ticu que je savais pas trop si j'allais aimer ça, la réalité des chantiers. Là. On connaît tellement rien quand t'es à l'école quand tu parles de ça. Là. Puis quand je suis sorti finalement sur le commercial pour commencer en 2014, c'était assez rock'n'roll. Je l'ai appris à la vieille. À la rough. Ouais. C'est fou comment que... Puis tu me diras que ça en pense, comment que le chantier de là, 10 ans a changé comparativement au chantier en ce moment. C'est fou raide. Tu sais, les vieux de la vieille, là. Tu sais, les fameux vieux de la vieille, là. Quand, là, 10 ans, là, comme en ce moment, ça pourrait pas être comme ça, parce que ça marcherait pas. Il y a un gros changement qui se passe. C'est un méga clash, là. C'est fou raide, là. L'industrie de la construction change vraiment énormément. Je sais pas si toi, tu l'as remarqué, mais nous, tu sais, mettons, avant, quand je commençais, il y avait des accueils sur le chantier, mais pas tout le temps. De sort, tu le mettais pas. La santé-sécurité n'était pas aussi watchée maintenant. Non, là, c'est à chaque jour, il faut qu'on remplisse une analyse de risque, de tâches, de comprendre ta tâche. C'est quoi le danger? C'est quoi qu'il faut que tu mettes pour contrer les dangers? Tu sais, t'écris tout ça. Après ça, tu lis ça avec ton contremaître, tu lis ça. Tu signes ton nom comme quoi que tu comprends que tu es conscient du danger, de la tâche que tu vas faire, les moyens pour contrer ça. Pour contrer les dangers. Non, exactement. C'est ça, mais tu sais, ça, on va se le dire, je pense que au niveau de la construction... Puis, tu sais, sérieusement, nous, ça fait 10 ans qu'on fait ça, puis quand tu fais une analyse de risque, là, des fois, t'es comme, c'est long. Mais quand tu penses à tout ça, tu fais comme, ça vaut à peine. Comparativement à qu'est-ce que je faisais il y a 10 ans, que j'étais au bout de même, puis ça prenait comme un mini accident, puis c'est sûr que je foutais le camp en bas. Fait que, tu sais, oui, ça, je pense qu'il y a beaucoup de... Puis c'est drôle qu'on en parle parce que à travers le podcast, c'est ça que je veux explorer un peu. C'est quoi le changement dans les dernières années? Où qu'on s'en va? Puis la santé-sécurité, ça va être un sujet, je pense, qui va être très important d'élaborer. Ouais. Puis
où qu'on s'en va. Mais tiens, mettons, au niveau des vieux de la vieille, puis de l'apprentissage, c'était beaucoup plus axé sur tu fais une. En tout cas, moi, je te parle pour moi. Justement, tu me diras comment que toi c'était. Quand que je suis rentré dans le métier, là, 10-11 ans, c'était souvent ça. C'était comme tu fais une tâche, puis t'as les vieux de la vieille, t'es un apprenti, tu donnes tes outils, tu fais tes trucs comme ça. Puis je me rends compte que moi, mettons, en tant que compagnon, puis quand on a des apprentis, il me semble que je suis pas pareil qu'est-ce que moi j'ai reçu comme, mettons, apprentissage. Ouais. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses. Ça, c'est vrai, ça. Ouais. Mettons, j'ai des souvenirs qui me remontent là, à l'esprit. C'est tabou, là, mais je veux dire, ça, mettons, on en parle en relief. Là. Ben ouais, non, mais tu sais, mettons que je me faisais crier après, là. Je me faisais crier après, là. Ah ouais, enlève-toi le doigt dans le nez, avance, qu'est-ce que tu fais, tu sais, réveille. Ouais. Tu sais, puis tu commences, tu connais rien, tu sais même pas, tu comprends pas ce que tu vas faire, puis let's go, puis ah ouais, puis t'arrives le soir, t'es brûlé, t'es enragé, mais tu sais, mais ça forge, tu sais. Avec les plus jeunes, maintenant, on essaie plus de leur montrer puis de leur faire comprendre, tu sais, c'est différent. Exact. Comprendre le pourquoi de faire ça puis le danger qu'il y a derrière ça, de pas te positionner là parce que s'il arrive quelque chose, ben il faut que tu saches où aller. Ça, on en parlera un peu plus tard sur les dangers du métier, là, mais tu sais, c'est vraiment, c'est une autre génération puis c'est pas comme nos parents ou nos arrière-grands-pères ou, tu sais, fait qu'il faut s'y prendre d'une autre manière puis oui, on les coach d'une autre façon que nous, on a eu notre apprentissage totalement d'une autre façon. Mais quand même, comme en 10 ans, tu vois un méga clash. Puis là, avant ça, je sais pas, j'étais pas là. Mais tu sais, plus que tu remontes dans le temps, plus c'était tough, plus c'était de l'apprentissage qui était très, très dur. Je dis pas qu'on n'est pas devenu des bons travailleurs ou des bons compagnons avec l'apprentissage qu'on a eu. C'est juste que c'était pas la même chose. Puis c'est sûr et certain que, tu sais, nous autres, on est comme dans la génération comme in-between. On est comme entre les vieux de la vieille puis les nouveaux, là. Fait que moi, je me dis que ça prend un peu de vieux de la vieille. Ouais. Puis ça prend un peu de... À la place d'y crier après, moi, peut-être juste y montrer qu'est-ce qu'il faudrait qu'il fasse, puis il va comprendre, puis la prochaine fois, il va juste le faire. Ça me sert-tu à quelque chose de crier après? Mais c'est que puis là, puis en plus de ça, c'est que là, présentement, on est comme dans un switch. Je sais pas si tu me dis comment tu files à propos de ça, mais on est comme dans un switch entre il y avait beaucoup de vieux de la vieille quand nous, on a embarqué. Puis t'avais comme un middle. Puis là, un moment donné, comme les vieux de la vieille, ben, tu sais, ils ont pris leur retraite. Puis comme il y a de plus en plus la nouvelle génération, pas nouvelle, mais la génération de là 10 ans qui est comme en train de prendre le dessus, puis qui est comme en train de changer l'apprentissage ou la gestion de ses apprentis. Puis je trouve que c'est quand même très intéressant parce que moi, j'ai vu beaucoup d'apprentis avec la nouvelle génération, pas la nouvelle génération, mais l'ancienne génération, quand moi j'ai commencé, ça marchait pas pantoute, là. Puis les gars, ils ont juste quitté le métier parce que c'était trop rough. Puis je sais pas si toi tu l'as vécu, mais il y a des gars qui sont partis parce que c'était trop rough. Puis c'est la construction, c'est rough, là. On se demandera. Oui, faut que ça avance. Tu te pognes pas le cul, regarde pas le plafond, puis pogne-toi pas. Non, ça avance, puis il faut que ça roule. C'est ça la construction, ça, je suis d'accord. Mais il y avait. Puis moi, quand je suis rentré, souvent, j'étais comme. Mais on pourrait peut-être me parler d'une différente façon. Je sais pas comment toi tu filmes, mais tu sais, des fois, c'est comme, voyons, oui, OK, j'essaie d'apprendre, puis on va développer une relation, puis let's go, puis je vais t'aider, puis là, tu vas me montrer des trucs comme ça. Tu sais, comment c'était toi quand tu as commencé au niveau des vieux de la vieille, puis comment que t'as appris avec eux autres, t'as-tu des gars qui ont été marquants, comment qu'ils t'ont appris les choses que justement que tu fais présentement, que tu continues à faire justement parce que eux autres te l'ont montré, mettons. Ben, pour commencer avec la compagnie que j'ai débuté, là, c'était rough, mais ils me parlaient puis ils me disaient les vraies affaires. Eux, ils avaient la culture du monteur d'acier qui coulait dans leur veine. Là. Je veux dire, ils connaissent le métier puis ils connaissent l'essentiel. Par cœur. Eux autres, sont nés pour faire ça. Puis, tu sais, ils me le disaient, là, ils me parlaient dans le blanc des yeux puis ils me disaient, genre, regarde en haut de toi, qu'est-ce qu'il y a? Faut que jamais tu sois en dessous d'une charge, place-toi là, s'il y a de quoi qui arrive, check ta trail de sortie. Si jamais, jamais te placer dans la ligne de tir. Fait que justement, s'il y a de quoi qui va, comme la grue, c'est mécanique, à l'âge, ben elle va partir vers là. Place-toi pas en avant de la charge, place-toi de l'autre côté, entre, tu sais,
Puis tout le temps avoir des yeux tout autour de la tête, tout le temps être prête, où mettre tes mains. Les fameux yeux. Fait que tu sais, c'est sûr que c'était quand même rough, mais j'ai appris beaucoup d'eux autres. Puis après ça, quand j'ai changé pour ma deuxième compagnie que j'ai faite, tu parlais d'un gars marquant, mais j'ai eu un contre-maître que lui, il a été marquant pour moi, puis lui, il se prenait d'une autre manière, justement. Plus soft ou. Ben, pas plus soft, mais tu sais, juste plus tranquille, la plus posé. Ouais, c'est ça. c'est Puis il venait me parler, puis il me jasait, tu sais, toi, t'aimes ça? Ouais, ok, nanana. Première journée, il m'a donné la pire job. Première journée quand j'ai rentré ça, pour c'est un lui. classique, là. Ça, c'était la pire job. Il voulait sûrement voir si c'était un test, tu sais. Ouais, il va te chialer ou il va rien dire puis il va le faire. Ouais, ça, c'est un classique, là. Fait que finalement, la deuxième journée, j'ai refait encore la pire job, tu sais, puis je montre que je suis capable. Fait que là... Puis tu dis rien, je dis rien, la tête entre les deux jambes. Je me mords les lèvres, puis je fais la job. Ouais, mais dans ta tête, toi, c'est rough, là. Ouais, c'est ça. Mais c'était des tests, puis tu sais, j'arrête à rien, puis c'est des défis. Puis je pense que le monteur d'acier, ou même toi aussi, tu sais, on aime les défis. Tu as besoin, on carbure aux défis. Mais c'est parce que, tu sais, admettons, si moi je peux sauter là-dessus, je pense que dans la vie, si tu veux évoluer, puis tu veux acquérir des compétences, si t'as pas de défis, c'est comme, si c'est tout facile, puis t'as pas besoin de te challenger sur certaines situations, comment tu veux apprendre, comment tu veux te développer? Fait que c'est pour ça que je te dis, tu sais, comme, je pense que ça, c'est super intéressant, puis je pense dans n'importe quel métier, dans n'importe quel secteur, dans n'importe quel domaine, les boss vont toujours te pitcher dans une situation pour faire comme, OK, mais comment il va réagir? Je pense que ça, c'est super intéressant. Fait que, tu sais, moi, je pense que ton boss t'a mis dans une bonne situation, puis je suis sûr que t'es sorti winner de ça, en fait. Là. Ouais, c'est ça, exactement. Je me suis débrouillé, j'ai appris, puis finalement, après 2 jours, la troisième journée, il me dit... ouais, tu sais, parce que j'étais juste prêté pour 2 semaines. J'étais prêté avec eux autres parce que ma compagnie, elle avait comme plus de job pendant 2 semaines. Okay. Fait que là, après la troisième journée, il vient me voir, il me dit, à la deuxième, il me dit, puis t'aimes ça avec nous autres, là? J'aimerais ça te garder. Là, tu sais, moi, je voulais être fidèle à mon ancienne compagnie. Ma compagnie, ils m'ont donné ma chance. Fait que là, je dis, tu sais, oui, j'aime ça, mais moi, tant qu'à faire la même job un peu. Tout le temps? Non, mais qu'est-ce que je faisais avec l'autre compagnie. Ouais. Tu sais, là, les 2 premières journées, c'était quelque chose, mais je veux dire, c'était un peu la même affaire. Je dis, je vais retourner pour ma première compagnie, tu sais. Mais j'ai dit, si tu me donnes ma chance pour connecter, ça, dans le fond, c'est les 2 connecteurs qui sont en haut qui assemblent la structure de la bâtisse. OK. Si tu me donnes ma chance, ben, je vais rester pour toi. Fait que là, j'ai dit ça. Il m'a dit, OK, c'est bon, demain, tu t'en vas dans les airs, tu t'en vas connecter. Mais attends là, ça, c'est un point intéressant. Fait que là, mettons, tu parles de connecter. Ouais. Fait que pour un monteur d'acier, il y a plusieurs tâches ou rôles. C'est ça, fait qu'il y a différents rôles. Fait que, mettons, toi, tu parlais de connecteur. Fait que c'est quoi un connecteur, en fait? Un connecteur, dans le fond, pour une structure commerciale, t'en as 2 qui sont en haut. On va dire qu'ils sont sur chaque colonne. OK. Ils reçoivent un beam qui s'en va entre les 2 colonnes. Ben, il y en a 2, puis eux, ils reçoivent le beam que t'as un groundman, qu'on appelle le gars sur la sling, qui attache les morceaux. Fait que la grue... Elle monte le morceau. Elle monte le morceau au connecteur. Les connecteurs, ils signalent la grue. Un des 2 signale la grue. Puis après ça, ils se parlent, puis ils connectent le morceau. Puis c'est comme ça qu'ils assemblent le squelette de la bâtisse. Connecter, c'est ils mettent les bottes... Ils visent tout ça? Ben, c'est temporaire. Ils prennent le morceau, ils mettent 1 ou 2 bottes. Un coup qui est safe. Pour l'enlever de la grue, ouais, ils détachent la grue. La grue va pogner un autre morceau. Puis on monte un autre, puis on continue. C'est vraiment temporaire. Ils boulonnent pas au complet. C'est plus la rapidité de monter la monter ton stock. Parce que c'est sur un truck, mettons, ou ça a été déchargé? Ou... Exact. Ben, les premières journées, ça arrive sur un voyage, sur une vanne. Mais ça, on décharge, les connecteurs sont sur la vanne. OK. Ils attachent les morceaux, ils mettent ça sur le chantier. Puis là, après ça part. Parce que, hey... ensuite, ils démêlent le stock, puis après ça, là on lève la structure. Là, ouais. Puis j'ai eu un flash parce que je suis rendu à Rive-Sud, puis j'ai sur la 116, je sais pas si t'es passé ou t'as entendu parler de ça. Je pense que c'est Montoni ou Boccolini, ou je sais pas trop, entre les deux, ils ont monté des bâtisses industrielles, là, comme
à la vitesse, là, gros, là, j'ai jamais vu ça, man. À chaque fois que je passais, là, puis justement, c'était des monteurs d'acier parce que c'était tout en... Ça va vite. Et ils montaient ça, mon gars, là, pou. Ouais. Et puis, comme en 2-3 mois, t'as la bâtisse qui est toute finie. Ouais. 2-3 mois, là, c'est fou raide, là, comment que ça roule, là. Ouais, ça roule. C'est vraiment impressionnant. Puis, fait que c'est ça. Fait que là, t'as les connecteurs, t'as les gars qui s'occupent de la grue, parce que moi, je me souviens un peu quand j'ai fait les grues au port, j'avais justement beaucoup de monteurs, parce que ça fait partie un peu de qu'est-ce que vous faisiez. Fait que t'as un gars qui est sur la grue, t'as un gars qui se dirige, puis t'as des gars en haut qui sont connecteurs. T'as-tu d'autres parties de monteurs d'acier qui font partie de ça, ou? Mettons, si on parle vraiment juste de la structure du commercial, entre autres, environ une équipe d'érection, c'est 4 gars. T'as les 2 connecteurs, 2 gars au sol qui vont regarder les plans, envoyer les bons morceaux, puis le contremaître qui dirige un peu le tout pour la séquence d'érection. Un coup que t'as monté une partie, une séquence justement de la bâtisse, ben là, des fois, il faut juste dépater la grue. Ça veut dire qu'on se patte, on place la grue à un endroit pour tout érecter. Après ça, on referme le boom, on repate la grue ailleurs. On se tasse, puis on continue. Puis on remonte. C'est ça. Fait que le contremaître, lui, il s'assure que tout est prêt avec le général, avec le maître d'œuvre, si c'est prêt pour aller érecter à cette place-là. Fait que normalement, c'est ça une équipe d'érection. Ça dépend, tu sais, chaque compagnie ou job. Fait que t'as des équipes de genre 6-7 gars qui roulent puis qui montent, admettons, leur partie de bâtisse? Ouais, ça dépend des compagnies, mais ouais, entre... tout dépendamment du projet aussi. Exactement, de la grosseur du projet. Fait que, en parlant de projet, on va sauter tout de suite sur le vif du sujet, parce que moi, je me souviens, puis quand que je t'ai appelé au départ là, pour lancer ce projet-là de podcast et parler de la construction, je me souviens très bien que quand, justement, dans le temps, on allait chez vous, puis qu'on avait des discussions justement sur tout, qu'est-ce que tu faisais sur tes jobs, qu'est-ce que nous autres on faisait sur tes jobs. Pendant ce temps-là, tu étais sur le pont Champlain. Ouais. Puis je pense que ça vaut quand même la peine d'explorer tout ce que vous avez fait sur le pont Champlain, parce que tu as été quand même, on va dire, une équipe assez importante là, sur le projet. Puis il y a des bouts que je me souviens par-ci par-là, mais que tu me parlais des affaires de fou, des méga grosses boats, fait que, tu sais, comme... Est-ce que tu es capable de nous expliquer premièrement, comment tu t'es ramassé sur le projet du pont Champlain? Puis deuxièmement, comme au départ, ça avait l'air de quoi? Puis après ça, on va défiler là, sur tout ce que tu as fait, puis toutes les choses débiles mentales que vous avez faites. Puis, fait que, tu sais, comment tu t'es ramassé sur le pont Champlain, en fait? C'est justement entre 2 jobs. Tu sais, nous, dans notre métier, pour commencer, c'est très commun de faire plusieurs compagnies par année. Ou en général, tu sais, je fais pas... Il y en a qui restent 10 ans pour une compagnie ou 5 ans ou peu importe. Moi, mettons, je fais beaucoup... Je fais des contrats. Ouais, OK. Je fais plus des contrats, plus des gros contrats, on va dire. Fait que c'est ça, j'étais entre 2 jobs. J'avais pas de job, en fait. Puis le local, ça tombait bien. Ben oui, le timing était parfait. Je reçois un appel, il me dit « Ouais, Alex, on a besoin de monde pour aller travailler sur le pont Champlain. Est-ce que ça t'intéresse? » Là, ben, certainement que ça m'intéresse. Il dit « OK, viens me rencontrer au local. Je vais te faire un petit meeting. » OK, c'était local. C'est local que tu as placé là, right? C'est le local qui m'a placé ça là. Nous, c'est tout le temps comme ça. Dans le fond, là, on marche avec le local. Puis, fait que je m'en vais là-bas. Je rencontre mon gérant d'affaires. Il me fait un speech. Il m'explique un peu qu'est-ce qui s'en vient. Qu'est-ce que tu vas faire. Fait que j'ai dit oui. Fait que j'ai embarqué dans le projet, dans l'aventure. J'ai commencé, en fait, mon aventure du pont Champlain entre Verdun et l'île des Sœurs. On a fait 2 ponts. C'est ça, t'es l'autre bord, toi, right? Ouais. T'étais sur la Rive-Sud. Non, j'étais pas sur la Rive-Sud. Ben, entre Verdun et l'île des Sœurs, au départ, il y a eu comme 2 ponts avant le pont Champlain. OK, c'est vrai, parce que... Fait que j'ai commencé en 2016-2017. Fait que ça, c'est-tu à partir de l'échangeur jusqu'à l'île des Sœurs? Non, mais... C'est juste... dans ce coin-là. Ouais, exact. Okay, c'est ça. C'est juste que... On peut dire ça comme ça, là. Puis toi, t'as commencé quand? Parce que, tu sais, moi, mettons, qu'est-ce que j'ai comme données? Fin 2016. C'est ça, parce que la construction a commencé en 2015. Fait que, 2016, ça fait longtemps, man. Ouais.
C'est fou, hein? Ah, ça passe. Puis tu sais, quand on allait chez vous, c'était quoi? C'est genre 2018? C'était avant la pandémie? 2018, ouais, 2019? 2018-2019, exact. Fait que 2016. Fait que là, tu commences en 2016. Ouais, fait qu'on a fait les 2 ponts entre Verdun et l'île des Sœurs. Ça a été un méchant beau projet. Là. Ça, c'était incroyable. Mais ça, admettons, là, pour que le monde catch, là, c'était pas le pont, Non. genre, sur l'eau, là. C'était comme avant. Ben, c'est pas le pont Champlain. C'était comme la partie avant. C'est 2 ponts qui sont avant. Okay. Fait que c'est vraiment 2 ponts séparés qui font l'approche du pont Champlain vers la rive sud. OK. Fait que c'est ça, j'ai fait ça. Un coup qu'on a fini, on était l'équipe d'érection, un coup qu'on a fini l'érection de ces 2 ponts-là, et ils nous ont transféré notre équipe à Côté-Brossard, sur la rive sud. C'est ça, qu'on appelait la GTS, dans le fond. C'est là tu que... rides de bateau le matin et tout? Ouais. Ben, oui puis non. Là, c'était plus à l'île des Sœurs qu'on était sur des travaux sur barge avec une grue. OK, c'est ça, right. Côté à l'est, on était moins sur l'eau, on était sur une jetée, en fait. Mais, admettons, là... OK, là, mettons si on essaie de garder ça en ordre. Fait que toi, tu fais la partie plus du côté Île des Sœurs et tout. Puis là, après ça, le projet se ramasse qui est le pont. Fait que là, on s'en va... se fait transférer au pont Champlain. Fait que là, tu t'en vas sur le pont Champlain. Ouais. Mais admettons, toi, quand t'arrives, le pont Champlain, pour qu'on comprenne, est-ce que les pylons de béton sont tous dans l'eau, sont toutes sorties, sont toutes prêtes? Est-ce que vous arrivez là ou il y a d'autres choses à faire avant ça, mettons? Non, quand moi j'étais arrivé, en fait, là, les piliers étaient prêts. Là, OK, fait que les piliers étaient tous debout, là. Ben, les premiers piliers étaient premiers, ouais, c'est ça. Ouais. Fait que nous, le temps qu'on monte la structure, il y avait le temps d'avancer les autres piliers. Fait que on a commencé les piliers vraiment côté Rive-Sud. Fait que côté, tu sais, t'as la 132 qui sépare... ça aussi, il faut en parler, là. Est-ce que je sais pas... Mais je sais pas si tu t'en souviens, le shutdown que vous avez fait, là, genre la nuit, là. En tout cas, on s'en parlera. Ouais. Continue. Ben, c'est ça, c'est un autre un défi qu'on a rencontré, dans le fond, la 132, justement. Fait que, tu sais, une des contraintes de ce projet-là, c'est les pièces, les chevettes, comment est-ce qu'ils sont faites. C'est comme un W un peu. T'as les piliers de béton. Exact, qui sont genre de même. Ouais, exact. Chaque morceau, c'est divisé en deux, dans le fond, le W. Chaque morceau pesait 500 000 livres. Puis ces morceaux-là, ils étaient fabriqués, je pense, en Espagne. Puis ils arrivaient où? Ils arrivaient par bateau au port. Après ça, on les déchargeait puis on les mettait par barge qui traversait le fleuve, qui arrivait sur notre jetée. Une jetée, dans le fond, pour le monde qui ne connaisse pas ça, c'est on extensionne, dans le fond, le sol. Le sol de la rive sud, qui on remblait, on met de la roche dans l'eau pour se créer, comme on va dire, une île, un territoire plus grand pour travailler, pour avoir les grues. Fait que c'est ça. Fait que les barges arrivent, les chevettes arrivent. Ceux qui étaient de l'autre côté de la 132, ils arrivaient en 3 morceaux. Fallait les assembler parce que c'est trop gros, trop pesant pour traverser la route. Juste ça, c'est fourette quand tu penses à ça. Là. Les morceaux étaient trop pesants pour traverser la route. Fait qu'il fallait se faire un genre... C'est fourette. Ben, tu sais, normalement, je pense que le projet, il fallait qu'il soit fait en 4 ans parce que le gouvernement, peu importe, c'est ça, ils ont comme réalisé que le vieux pont Champlain était trop désuet. Fait qu'ils ont dit, OK, là, il faut le faire en 4 ans, let's go. Puis une autre contrainte qu'il y avait, c'est qu'on ne pouvait pas traverser les pièces du pont sur le pont Champlain. OK, sur le vieux. On pouvait pas le traverser. C'était trop lourd, right? C'était trop lourd. Il était trop fini. Fait que nous autres, on roulait sur un pont... Ouais, mais les pièces étaient tellement énormes aussi. Ça, les pièces c'est démesuré. Là, mais c'est fou quand on pense à ça. On pouvait pas passer les pièces du nouveau pont sur notre ancien pont que nous autres, on utilisait. C'est quand même spécial. Mais OK, non, c'est ça. Mais comment 500 000 livres? 500 000 livres. Chaque pièce? Ouais, chaque chevette. Fait qu'il arrivait en 3 morceaux. Ceux qui étaient sur la rive sud, de l'autre côté de la 132, il y avait des fermetures de nuit. Ça se transportait par des SPMT. Dans le fond, ça, c'est des multilignes. Des multilignes, c'est, on va dire, une grosse table, une grosse plateforme avec des roues d'avion en dessous que tu peux contrôler pour tourner de toutes sortes de manières. Puis c'est vraiment puissant, c'est de l'hydraulique. Fait qu'on mettait ça là-dessus. On fermait la route, on traversait ça de l'autre côté. On assemblait les 3 morceaux ensemble. Un coup que c'était fait, il fallait lever ça dans les airs puis le descendre sur le pilier. Fait que juste ça, mon premier chevette que j'ai fait à 500 000 livres, quand que je l'ai vu, quand on l'a flippé dans les airs, c'est plus gros que ma maison. Là, en parlant de maison, bref, le pont Champlain m'a permis de m'acheter ma maison. Exact, Mais c'est ça. Un méga gros projet. Mais fait que dans le fond, vous preniez chaque morceau,
Puis là, tu as parti, toi, de ton côté. Mais là, tu me disais, si je me souviens bien, que tu avais le projet, comment il était configuré, puis comment il était planifié, c'est que tu avais des équipes de chaque bord de la rive qui partaient, puis qui assemblaient. Ouais. Fait que, tu sais, je me souviens quand on en parlait, on capotait, puis moi aussi, je capotais. J'étais comme, OK, fait que là, dans le fond, t'avais... C'est sûr, certain que les pylônes étaient déjà là, fait que tu peux pas nécessairement te tromper parce que les pylônes sont là, mais fait que t'avais 2 équipes qui partaient de chaque bord pour se ramasser jusque dans le milieu puis de connecter, right? Ouais, mais pas juste ça. Tu as raison là-dessus, mais au milieu, t'as où est-ce que le fleuve Saint-Laurent, où est-ce que la voie maritime, t'avais le pilier aubané central, qu'il y avait une autre équipe là aussi. Fait que t'avais 3 secteurs. Lui je pense le pylône principal, c'était 170 mètres, c'est ça? 160 mètres, ouais. 160 mètres, fait que juste dans la perspective, là, c'est haut, là. C'est vraiment haut. Environ pas loin de 600 pieds. C'est ça, 600 pieds. Ouais. 600 pieds. Puis est-ce que... OK, on continue. Fait que là, dans le fond, tu partais de chaque bord, puis là, t'assemblais. Ouais, puis en même temps que le pilier central se montait, puis eux autres aussi, ils partaient du milieu. De chaque côté. Ouf. Fait que là, on était comme 4 équipes. 4 équipes, puis il faut que tu arrives genre pile dessus. Ben, ouais, il faut que ça fitte. Mais avec les arpenteurs, avec les technologies d'aujourd'hui, puis non seulement tout ça, c'est que le pont Champlain, en plus, comme signature pour la ville, il y a une courbure dans le pont. On le voit pas quand on embarque dessus en auto, mais du aérienne, tu le vois qu'il y a une curve là, dans le pont. Mais c'est ça que je... Parce que je regardais sur la destruction de l'ancien pont. Ouais. On a la même distance, je pense que c'est genre 0,1 km de différence. Puis les chiffres de matériaux, c'est astronomique, là. C'est fou raide, là. Fait que... Mais en fait, l'affaire, c'est que moi, ma question, c'est comme quand toi, tu pars d'un bord à l'autre, comment que vous faites pour vous assurer que vous allez arriver à la bonne place? Je sais pas si tu t'en souviens quand on en jasait de ça. C'est comme, OK, mais moi, mettons, je mets une section du pont. Puis là, t'as 3 autres équipes qui mettent une autre section du pont. Puis là, tu sais, on parle pour parler. C'est sûr certain qu'un moment donné, tu peux pas le mettre 10 pieds à côté ou 10 pieds de croche. Mais je veux dire, c'est quand même fou de dire que tout a été pensé au genre millimètre près d'avance. Puis vous autres, vous arrivez avec les sections de genre 500 000 livres. Puis on installe, puis on se croise les doigts que finalement, au bout de la ligne, je vais être capable de mettre ma dernière botte dans le trou puis tout va fitter, là. Ouais, mais tu sais, il y a un peu de travail, il y a du travail. Ça y va pas tout seul comme ça, mais ouais, mais il y a beaucoup de travail en avant-plan, comme les bases, les piliers qui ont été déposés dans le fond de l'eau. Ça a été déposé par géolocalisation, par c'est ça. Je sais pas, par satellite ou en tout cas avec... ça a été déposé vraiment à un endroit précis pour ensuite monter, puis avec les arpenteurs, toutes les données, tu sais, la technologie, en fait, là, ça fait que ça a bien fini. Ça a bien fini. Non, c'est ça. Fait que dans le fond, fait que là, dans le fond, vous partez de chacun votre bord, vous installez, mais un moment donné, si je me souviens bien, t'avais pas switché de bord. Un moment donné, t'avais atteint le pylône du milieu. Il est-tu dans le milieu ou il est comme plus proche d'un bord ou l'autre? En fait, il est plus proche de la Rive-Sud. La Rive-Sud, c'est ça. Exact. Nous, on avait fait toute l'érection des chevêtres. Après ça, on a fait l'érection des box girders, c'est des poutres caissons, en fait. OK. Fait que tout le pont, en fait, il est divisé en comme 3 ponts, le pont Champlain. Il y a 3 voies, t'as le nord, t'as le sud, puis t'as la voie pour le REM au milieu. On a fait ça juste avant la voie maritime. Puis rendu là, notre équipe a transféré sur le pont à auban temporaire qu'on a fait, dans le fond, pour aider à arriver dans les délais pour finir le pont dans les accélérer, délais. Ils ont pris une décision, les ingénieurs puis les chargés de projet, on a monté un mois temporaire au banc pour commencer encore là à assembler des sections dans le vide en haut de la voie maritime. Mais c'est ça, right? Parce que je me souviens qu'on parlait qu'un moment donné, vous étiez comme quasiment, pas nécessairement à l'œil, là, mais c'était comme, OK, ben je vais placer... Ah, OK, d'après moi, on devrait être pas pire. Ben non, ça n'a jamais fait ça à l'œil, là, mais ouais, on se voyait comme les 2 côtés. Là, les 2 côtés s'en venaient, c'est ça, exact. Les deux, on mettait des bouts, des bouts. Ouais. Quantité totale de matériaux, 274 000 tonnes. L'ancien pont Champlain. Puis la maintenance, c'était 500 millions.
Du vieux, ouais, mais le vieux, man, il était fini, là. 500 millions, Big. Je comprends même pas pourquoi ils se sont rendus autant. L'usure, c'est le trafic, puis le sel. Ben, ça, c'est sûr que le sel. Tu sais, quand tu penses à ça, c'est comme oui, c'est ça. Le trafic et le sel. Mais c'est parce que le vieux pont Champlain, qu'est-ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que ce corridor-là, c'est un corridor économique crucial pour le pays puis pour la région aussi. Je pense que ça joue autour de 20 milliards le port, gros, c'est fou. Économiquement parlant, là, genre de. C'est fou. Mais, avec les États-Unis. Là. Mais en même temps, vu qu'on est sur le sujet, comme quand que vous montiez le pont, qu'est-ce qui arrivait avec les bateaux qui passaient? Parce que je sais que la voie maritime, tu n'étais sûrement pas dans la voie maritime, mais admettons, là, mais quand, admettons, t'es rentré dans la voie maritime, c'était quoi qui se passait? Le bateau, il passait-tu ou... Le bateau passait. Pendant que tu mettais ton morceau? Ben, non, pas pendant qu'on faisait un lavage. Fait que ton bateau, il passait, puis t'attendais, puis là, quand le bateau était passé, là, tu faisais ton lavage. Ouais, c'est ça, exact. On avait des moments, là, mettons, pour le faire. Ouais. Mais c'est fou pareil, ça, quand tu penses à ça. Là. Puis, admettons, moi, souvent, là, puis quand j'arrive du pont Champlain, puis je tourne, puis je pogne la 132, puis je vois le pont sur le côté, là, il est malade. Ouais. Tu sais, comme, admettons... Le dessous, il est fou. Toute l'architecture du pont, illuminée le soir. Tout est fou. Tu sais, comme, tu sais, on a chialé pendant 5 ans, là, tout le monde a chialé sur le pont pendant 5 ans. Là. Mais, puis, tu sais, le budget de départ était 3 milliards, puis ça finit à 4,5, mais quel job de construction finit pas, genre, 25% de plus? Je fais une réno chez nous, j'ai refait ma toilette, puis finalement, j'ouvre le mur, puis je vois que j'ai ça à faire, j'ai ça à faire. Mais quand tu fais un méga projet comme ça, comment tu veux... Oui, ils établissent un chiffre, mais je pense que tu peux jamais... Il y a tellement d'impondérables dans des gros chantiers, c'est tellement difficile. Comme là, on a appris que le tunnel, il est retardé d'un an, mais il y a tellement des facteurs, comme justement, une des contraintes qu'il y avait du pont Champlain. Tu avais la météo, tu avais les vents. Les vents avec les pièces, c'est tellement énorme qu'on ne pouvait pas faire de lavage quand il y avait trop de vent. La chaleur qu'il y avait, c'est un gros chantier, il y a beaucoup de travailleurs. La santé et la sécurité est importante. Fait que et l'hiver aussi. Tu avais l'hiver, les froids. Tu as les routes au alentour, comme on parlait. Le vieux pont Champlain ne peut pas amener de pièces par là. Il y a tellement de contraintes que tu as les résidents aux alentours, que le bruit, la poussière. Mais, tu sais, on va se dire, jamais personne qui est content dans n'importe quoi, anyway. Mais, tu sais, c'est fou pareil. Ça a commencé à 3, on a fini à 4,5. Ça a duré 42 mois. Mais ça veut-tu ça, par exemple, que le pont, il est certifié, le pont? Ça veut-tu qu'il y a une certification, le pont? C'est genre en vision, c'est platine. Il est conçu pour 125 ans, comparativement que n'importe quel autre pont qui est construit n'importe où dans le monde, c'est genre 75 ans. Fait que pour peut-être les gens qui chialaient sur le pont, mais regarde, on a un pont qui au moins qui va nous durer 125 ans, puis l'autre est en train de mourir. Fait que il était tout bien de faire ça. Mais bon, fait que, pour revenir sur qu'est-ce que toi tu faisais sur le pont. Fait que là, dans le fond, tu travailles il y a 4 équipes qui travaillent de chaque bord, tu te rejoins un peu partout, puis là, un moment donné, tu commences à travailler sur le pylône central. Ouais, une manière, un coup que j'ai fait le pylône à Auban temporaire, on a fini cette section-là, on a transféré au pylône principal, dans le fond, à Auban, qui comporte 60 aubans, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Chaque pylône, il y en a 2, il comporte 30 aubans, 15 de chaque côté, dans le fond. Puis ça, les aubans, mettons, c'est les gros fils qu'on voit quand on passe, les gros câbles quand on passe sur le pont. OK, fait que ça retient la structure à partir du pylône central, right? Ouais, ben dans le fond, ça a été... c'est une des spécifiques. Ils ont décidé de faire un pylône central à Auban parce qu'à cause de la voie maritime, justement, qu'on ne pouvait pas installer de piliers pour les bateaux. Fait qu'ils ont fait des câbles à haubans. Fait que ça a permis de monter des sections du pont autour et les retenir avec les haubans. Fait qu'on pouvait les monter dans le vide, puis les haubans retenaient la charge. Ah, c'est fou, ça. Fait qu'on l'assemblait dans le vide. Il n'y avait vraiment rien qui le retenait à part les haubans. À part les gros câbles qui retenaient la section. Puis quand ils installaient les haubans, parce que moi, je n'étais pas là durant cette partie-là, moi, je suis arrivé pour la finition des câbles, mais durant cette évolution-là, le côté backspan, le côté, on dirait, Montréal, en arrière du pylône, il coulait du béton dans le pont, dans les pots de caisson, il coulait du béton pour faire un contrepoids, puis il crinquait les câbles pour
remonter le nez du pont. C'est fou là quand ça. Fait que il coulait dans les poutres, dans le pont. On va dire dans les caissons du pont, il coulait. Fait que dans le fond, les haubans, ils pognaient le pont puis en arrière. Fait qu'ils mettaient du béton pour que ce soit encore plus solide pour tenir juste avec les haubans. Plus pesant. Un contrepoids. C'est fou là. Fait que là, dans le fond, t'avais comme le pylône central. Puis t'avais comme les deux sections qui se montaient, puis t'avais les câbles qui s'assemblaient, puis ils étaient comme juste dans le vide. Ben, dans le vide, mais il y avait des structures à certaines places, comme côté... en arrière de la voie maritime, il y avait des structures temporaires qu'on mettait en dessous pour soutenir durant l'évolution, mais qu'est-ce qui était dans le vide? Il y avait... c'est fou. Dans le vide. Fait un 500 000 là, un 500 000 là, un autre 500 000 là. C'était plus présence en plus. Ça, c'était au sol, il montait dans le fond... les 3 sections. Tu avais la travée nord, une section de travée nord, une section où le rame y passe, avec une section du travée sud, avec les dalles de béton. Fait que tout était déjà assemblé au sol. Ils montaient ça avec des câbles jusqu'en dessous du pont. Après ça, ils étaient comme sur des tracks de chemin de fer, on peut dire, qui avançaient. OK, fait que c'était pas des grues. Non, ça, c'était plus mécanique. C'était vraiment des jacks, des strain jacks, des câbles qui levaient ça jusqu'en dessous du pont. Ça avançait sur des tracks. Un coup que c'était avancé, tu avais une machine qui était fabriquée pour le projet. On l'appelait le DLF. Il l'attachait, puis celui-là, il levait dans le vide, puis là, il venait connecter. Puis admettons, juste pour mettre en perspective, comme une section, c'était quoi? C'était une section comme c'est à quoi? C'est à 4 voies? C'est à 3 voies, le pont? C'était comme une section, c'était les 3 voies ou c'était une moitié des 3 voies? Non, une section que je te parle en ce moment, c'est vraiment... on regarde le pont là, au complet. Tu as la travée, mettons, pour aller sur la Rive-Sud, qui comporte, je pense, 3 voies plus une voie d'accotement. Ouais. Après ça, tu as le REM. Fait que le milieu. Tout ça assemblé ensemble avec une poutre transversale qui prend la Rive-Sud, le REM, avec une autre poutre transversale, avec la travée nord, qui est comme 3 ou 4 voies, plus une piste cyclable. Ça, c'était un morceau qui venait. Ouf. Ouais. Ah ouais, c'était... les gars, ils ont fait une méchante job, là. Ça, c'est... Les câbles, ça devait genre grincer, là. Ça devait genre... Non, ben tu sais, c'est sûr que c'est le facteur de risque, comme les câbles. Chaque levage qu'on fait, ou chaque levage, dans le fond, il faut tout le temps être... les calculs sont faits avec des facteurs de risque 10 fois plus forts. Fait que l'appareil de lavage qu'on utilise... Et t'es pas à 100% de sa capacité quand tu lèves. Tout le temps une marche de lousse. Là. C'est ça, c'est calculé. Puis, admettons, l'auban, les câbles, est-ce que ça, c'est-tu des câbles qui ont été comme crinqués? C'est-tu comme vissé comme pour retenir tout le pont? Ou c'est... dans le fond, dans le pylône central, c'est une bonne question. Dans le pylône central, un coup qu'il assemblait, qui faisait la forme, qui coulait le béton, il mettait... Les link beams en français, je sais pas comment dire, mais les ancrages pour les câbles, on les mettait dans le coffrage avec la route d'armature qui venait couler en place. Puis après ça, il y avait l'équipe de câbles qui levait les câbles avec des poulies, avec des tuggers, des winch à l'air, qui tiraient le câble jusqu'en haut. Il y avait une équipe en haut dans le pylône, il y avait une équipe dans le tablier, dans les poutres. Fait que l'équipe en haut, elle venait comme rentrer le câble dans un trou. Avec des wedges. Elle crimpait, genre? Oui, exact, ça pince. Puis l'équipe en bas, eux autres, ils venaient tensionner le câble. Ils venaient tirer le lousse. Puis là, on avait des charges, des capacités qu'il fallait venir à tel. Puis on avait une rotation à faire. Il y avait une séquence à faire pour tensionner. Ben, chaque câble à auban comporte, je sais pas c'est quoi le nombre, on va dire 100 câbles. Peut-être pas, là, j'exagère, là, mais c'est comme c'est une ruche d'abeilles. Exact. T'as plein de câbles pour former un câble. C'est fou, parce que à chaque fois que je passe sur le pont, je suis tout le temps un peu impressionné par, justement, c'est parce que oui, OK, t'as des pylônes, puis t'as de la structure, mais il faut quand même que tu penses qu'avec tous les câbles qui sont placés en angle avec le pylône principal, ça retient une charge qui doit être astronomique. Là. C'est ridicule. Fait, puis, OK, puis admettons, quand que toi, tu travaillais dans le pylône, justement, ça avait l'air de quoi? Tu travaillais quasiment à 600 pieds dans les airs, justement, en haut de l'eau. Ça devait être ridicule. C'était malade. Ça, c'est quand je suis arrivé à la fin un peu de mon parcours du Pont Champlain. Notre équipe a été sur la finition des câbles à auban, puis j'ai travaillé sur chaque câble, dont le plus haut, puis j'ai même été sur le top. Le top du pylône principal?
Ouais, comme pas loin de 600 pieds, j'avais une vue impressionnante sur Montréal, les levées de soleil, les couchers de soleil. C'était des heures de fou qu'on faisait. Là. Ouais, il y a Des ça heures, aussi. j'avais plus de vie, comme qu'on dit. Là. J'ai déjà fait des 30 jours en ligne, Ouais. des semaines d'heures à pu finir, sans compter les heures dans mon char pour me rendre chez nous. Mais, OK, mais on va... Tu sais, quand j'habite à Rive-Nord, il faut que je traverse le vieux pont Champlain pour aller travailler. Puis le soir, là, il y avait du trafic en maudit. Là, fait que j'étais pas souvent chez nous. Puis on trouvait le temps de prendre une bière chez nous le soir et parler de job. OK, mais vu que... On va pas s'écarter, mais en même temps, je trouve, vu que tu viens d'en parler, c'est quand même important. Tu sais, comme qu'on parlait au départ au podcast, on disait que, tu sais, les gens dans la construction, les travailleurs de la construction, tout dépend du métier, tout dépend du secteur. En général, qu'est-ce qu'on a entendu dans les dernières années, c'est que, tu sais, on a des bons salaires, on a des bonnes conditions, on a des bons avantages sociaux. Mais justement, tu sais, comme moi, je m'en souviens aussi, puis je t'ai vu aller dans ces années-là, mettons en 2017 jusqu'à 2019, quand le pont a fini. Je me souviens que tu faisais justement des heures de fou. J'ai déjà fait des heures de fou, mais pas autant que ça. Puis, tu sais, moi, qu'est-ce que je trouve qui est important qu'on mette de l'avant, c'est comme, tu sais, dans ce temps-là, je le sais, puis je me souviens que toi, nécessairement, que ce soit psychologique ou que ce soit physique, c'était pas nécessairement facile. Puis là, pour tout le monde qui nous écoute, tu n'étais pas à l'article de la mort. Je fais juste dire que c'est important de comprendre que de travailler du genre 12 ou 16 heures par jour, 7 jours par semaine, pendant des 30 jours consécutifs, à l'autre bout du monde, avec du trafic pendant 1 heure et demie, oui, OK, on est bien payé, puis les gars de la construction, on fait quand même du cash, mais c'est pas si facile que ça. Puis en plus de ça, de combiner la vie personnelle, la vie de famille, la vie de couple, tu sais, comme, es-tu capable de nous expliquer un peu de qu'est-ce que tu as vécu dans ce moment-là qui n'était pas nécessairement facile, même si, oui, tu faisais beaucoup d'argent, oui, tu en as fait beaucoup d'argent, oui, ça t'a permis d'acheter une maison, mais c'est quoi tu vivais, que ce soit physique ou psychologique? C'est sûr que je l'ai fait quand j'étais plus jeune. J'étais pas en couple, j'avais pas d'enfant. Fait que j'étais célibataire, j'avais rien que ça à faire travailler. Si je le ferais aujourd'hui avec ma petite fille et mon petit gars qui s'en vient, je ne ferais pas les heures que j'ai faites. Par exemple, nous, les monteurs d'acier, on a une fierté et on est passionné par le métier. Je pense que je rencontre pas un monteur qui est pas passionné par son métier. On est un métier tissé serré, la fraternité, on adore ce qu'on fait. Fait que c'était facile de faire les heures quand tu en manges. On en parlait, tu parles des heures, que c'était difficile, on en faisait beaucoup, mais on parlait de job même le soir. On venait de finir notre journée, on venait de finir le trafic, on arrive à la maison, puis on parlait encore de job. Fait que, mais sur le corps physique, on dit qu'on fait de la belle argent, mais les heures, l'argent, je ne l'ai pas volé à personne. On l'a fait dans les grosses chaleurs, dans les gros froids, dans les intempéries, c'était tough. Mon corps, aujourd'hui, le ressent. J'ai pas encore 30 ans, puis mon dos, mes genoux le ressentent. Exact. Fait que, tu sais, de là à travailler jusqu'à 55 ans, c'est sûr que c'est demandant, tu sais. C'est ça, parce que, tu sais, c'est important de comprendre aussi que, oui, OK, on fait beaucoup d'heures, puis ça dépend des projets, ça dépend de ce que tu veux faire dans la vie, mais en même temps, c'est que physiquement, psychologiquement, oui, un travailleur de la construction va faire beaucoup d'heures, puis oui, il veut ramener de l'argent à la maison, puis oui, il y a des projets, oui, il y a une famille, oui, il veut payer tous ces trucs, mais en même temps, puis moi, je me souviens que ce soit toi, ton frère ou tous les gars qui venaient chez vous, puis avec qui on avait des discussions, ça paraissait quand même. Puis, tu sais, t'arrivais chez vous, puis qu'est-ce qu'on faisait? T'sais, on était dehors, on prenait peut-être une bière, puis on commandait de la bouffe, t'allais te coucher, puis tu recommençais. Ouais. Tu sais, fait que... Puis, tu sais, on va être très transparent. Il y en a beaucoup qui vivent ça. Puis, au bout de la ligne, sur 1 an, 2 ans, moi, je m'en souviens qu'un moment donné, tu m'avais dit comme, hey, là, c'est rough. Là. Puis sur 1 an, 2 ans, oui, tu te dis, hey, je vais faire une grosse pause de cash, let's go, on fait des heures en fou. Puis oui, j'ai pas d'enfant, oui, j'ai pas de famille encore, j'ai le temps de le faire, puis tout. Mais c'est intéressant parce que tu es capable de pogner un bon down sur une maison, des trucs comme ça. Mais tu sais, à quel point que tu as vécu un défi au niveau physique, puis psychologique. Ça a été quand même difficile pour toi, là, quelque part. Là, on va être transparent. C'est pas facile de faire des heures comme ça. Puis les gens, des fois, est-ce qu'ils sont capables de comprendre
tout ce que ça implique, qu'un travailleur de la construction fasse 30 jours de suite à genre 16 heures par jour, même s'il y a des programmes de santé-sécurité ou des programmes qui sont en place, mais tu sais, comment tu as vécu ça psychologiquement, physiquement? Ben, c'est sûr que psychologiquement, comme tu as dit, il y a une période de moment donné que je conduisais pour aller travailler le matin, puis je comprenais même pas ce qui se passait. Là. Genre, mon corps était juste exténué. Là. Je conduisais, puis j'étais juste comme zone out, j'étais zombie. Là. Je m'en vais à job, puis il faut que j'aille faire mes heures, puis je m'en vais à job. Mais j'aimais ça un coup. C'est juste que là, j'étais vraiment brûlé. C'était de l'accumulation que... C'était too much. Là. Je pense que le projet... Tout ça pour dire que le projet a été... Je pense qu'ils ont réalisé que le pont Champlain était fini trop tard, puis que là, ils ont mis la pression sur les travailleurs. Je pense que le projet aurait dû être échelonné, mettons, sur peut-être 6-7 ans, mettons, je sais pas combien là, exactement, puis de faire plus des horaires normales, 40-50 heures. T'sais, on va y aller avec un peu d'overtime, un peu plus de temps qu'une semaine normale pour essayer de faire avancer le projet plus vite, mais... De là à faire autant d'heures, je pense pas que c'est bon pour personne. Je pense qu'il y a eu beaucoup de séparation de couple. Moi, j'ai pas de famille, j'ai pas connu ça, mais j'en ai vu du monde qui se séparait. J'ai vu du monde que tu fais des sous, tu passes à la brosse. Il y en a qui c'est des gros chantiers, c'est de même. Mais que psychologiquement, c'est pas facile. Tu veux accomplir, t'es fier, tu veux accomplir le défi, let's go, tu veux faire les heures, tu veux faire des sous. Mais c'est pas tout le temps la bonne. Tu sais, faut prendre des pauses, faut prendre des breaks, faut se reposer. Exact, mais tu sais, c'est parce que c'est ça l'affaire. C'est que oui, c'est bien faire des heures. Quand, mettons, on parle du travailleur en tant que tel. Oui, il fait des heures, oui, il apprend, oui, il se développe, oui, il fait beaucoup d'argent, mais c'est parce que des fois, c'est qu'il faut que tu penses à tout ce qu'il y a alentour aussi, justement. Tu sais, t'as des gars qui font du 72 heures semaine. Qui sont jamais à la maison, qui aident pas la femme, qui aident pas les enfants, tu sais, un moment donné, puis on est chanceux, puis, by the way, on est vraiment chanceux qu'il y ait du monde qui fasse ça, parce que si il n'y avait pas de gars qui faisaient toutes ces heures-là, qui n'étaient pas dévoués à leur job comme ça, puis qui mettaient de côté peut-être plein d'aspects dans leur vie, mais ces projets-là, ils dureraient 2 fois plus long, puis ça coûterait 10 fois plus cher. Fait que ça, c'est important aussi de prendre ça en considération. Puis, moi, je me souviens, puis un moment donné, tu m'avais dit comme là, faut que je change quelque chose parce que, tu sais, un moment donné, tu te vois aller, c'est bien beau faire de l'argent, c'est beau faire des heures, mais à un moment donné, quand ça affecte ton mental, quand ça affecte ton physique, quand tu n'as pas le temps de t'entraîner ou tu n'as pas le temps de socialiser, ou ton corps, tu grossis, puis... t'as pas le temps de faire à manger. T'as pas le temps de faire à manger, fait que là, tu te commandes de la bouffe, puis là, finalement, t'as pas vraiment le temps de socialiser, puis là, en même temps, plus que tu grossis, puis plus que tu manges de la malbouffe, puis plus que, là, rendu là, ben toi, tu te sens moins bien, t'es moins performant, puis là, c'est comme un cercle vicieux, puis là, à un moment donné, tu tombes dans un trou noir, puis là, c'est infini, là, tu sais, fait que, tu sais, ça, c'est fou, parce que... Puis là, c'est sûr, certain qu'on parle d'un projet astronomique. Mais c'est quand même important de prendre en considération qu'est-ce que tu as vécu psychologiquement puis physiquement. Puis à un moment donné, puis tu as dit comme là, attends une minute, là ça ne fonctionne plus, il faut que j'arrête de faire des heures. Puis on a vu graduellement que justement, tu as été capable de revenir assez rapidement. Mais c'est important de prendre en considération tout ce que les gars comme toi... Puis les gars sur les chantiers ou tes équipes avec qui tu as travaillé ont vécu avec toutes ces heures-là. Fait que ça va toujours être important. Puis je pense que, sur les chantiers, mettons, si on parle de nous autres sur les chantiers, les gars ou les filles sur les chantiers, ben tous ces sujets-là, on n'en parle pas. Il n'y a personne qui en parle de ça. Fait que on fait les heures, puis dernièrement, puis je ne sais pas où, mais on en a fait beaucoup d'heures, puis il y a des équipes qui ont fait des heures, ils ont fait beaucoup d'heures, puis à chaque jour, puis des 12 heures, puis tu sais, comme, c'est correct quand tu es capable de déterminer ça sur une planification. Puis dis, j'ai un budget. Pas j'ai un budget, mais j'ai un objectif. Puis, quand on va faire tant d'heures parce que vous j'aille là. Mais, tu sais, toi, c'était pas comme un mois. C'était comme pendant 2 ans. Fait que, tu sais, ça, c'est fou. Fait que ça, tu sais,
Ça, c'est important d'en parler. Puis il faut que le monde soit capable, justement, de plus en jaser. Puis c'est sûr et certain que, tu sais, sa construction, le monde, c'est tough. C'est vieux de la vieille. Puis il faut, tu sais, les sentiments, puis les émotions, puis ta santé, puis ton psychologique, on s'en fout bien raide, là. Ouais. Genre, tu fais un job, puis je m'en fous, là. Ouais. Je m'en fous. Si toi, tu files pas, je m'en fous. Moi, il faut que ça roule. Faut que ça se fasse. Mais je pense que... Puis là, on est rendu en 2024, puis je pense que c'est important d'en parler. Puis c'est pas nécessairement d'en parler pour que le monde se pogne le cul. C'est important d'en parler pour que les gens soient capables peut-être d'avoir des outils pour, si tu fais beaucoup d'heures, OK, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour peut-être essayer d'améliorer mon physique? Et je peux-tu mettre en place des trucs ou des outils qui vont peut-être me permettre peut-être de plus dans le futur ou, mettons, à travailler à long terme sur des projets qui ont beaucoup d'heures, des trucs comme ça. Exact. Ça, je trouve que c'est super intéressant, puis je suis content qu'on en ait parlé. On va passer tout de suite à la prochaine chose. Justement, c'est comme dans tous les projets que toi, tu as vécu, que ce soit le Pont Champlain ou je sais que là, tu me parlais du REM, c'est quoi les évolutions que tu as vues depuis que toi, tu as commencé jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que tu as vu une évolution? Parce que si on parle, mettons, évolution technologique, que ce soit au niveau des nouveaux qui arrivent sur les chantiers, la gestion de chantier, la vie de chantier, est-ce que tu as vu des évolutions à quelque part? J'ai vu une évolution plus dans l'équipement, les nacelles. T'sais, avant, moi, quand j'ai commencé, il n'y avait pas beaucoup de nacelles. Il y en avait, mais pour la compagnie pour qui je travaillais, on n'en prenait pas. On n'avait pas vraiment d'impact des bolters. À batterie, genre? C'était au spanner. C'était avec mais on serrait les bolts avec nos spanners. Spanner, c'est comme un gros ratchet, mettons, là? C'est une clé, mais avec le bout pointu conique. Nous, ça nous aide, dans le fond, à assembler les poutres, dans le fond, avec les colonnes. Fait que quand elle arrive, pour mettre les trous le trou égal, on y va avec la pointe. Après ça, on réussit à aligner les trous puis pour mettre la botte. Fait que, l'autre côté, c'est la mâchoire pour justement serrer la botte. Fait que avant, au début, c'était tout dans les airs sur les beams avec de la sécurité. Il n'y avait pas de nacelle, fait qu'on marchait sur le fer. À cette heure, t'as beaucoup de nacelles, t'as quasiment plus de sécurité dans les airs. Tout se fait avec la nacelle. Fait que c'est plus accessible pour tout le monde à faire le métier, on peut dire. Les outils aussi comme électriques à batterie. Avant, moi, je me promenais. Ça, c'était fou, ça. Je me pluguais je pluguais mon extension dans la soudeuse, dans la génératrice. Je me promenais fou, dans les trosses. C'est Joyce en haut avec mon extension, mon torcon. Puis là, t'es-tu ta batterie, là? Je suis rendu qu'il y a même des torcons à batterie. Pour vrai? C'est fou, là. Mais ça, c'est sûr que de plus en plus, à chaque année, ça accélère, ça accélère. Mais ça, c'est bon parce que, tu sais, comme moi, je me souviens, mettons, 10, 11 ans, on perçait des cantros à drill électrique. Là. Comme, c'est drill électrique. Puis là, en ce moment, comme t'as rien d'électrique, là. C'est de la batterie partout. Puis n'importe quel outil, des méga gros outils à batterie. Fait que c'est fou. Fait que ça, c'est super intéressant. Mais mettons, tu sais, comme on a parlé au départ, le vibe sur les chantiers, les vieux de la vieille, comment c'est quoi l'ambiance? Est-ce que trouves-tu que ça a changé? Est-ce que les nouveaux qui arrivent sur les chantiers, est-ce que tu vois une évolution sur la façon que la vie de chantier est en train d'évoluer? Ou est-ce que... Ouais, c'est sûr qu'au début, mettons, je trouve que c'était plus une guerre un peu entre les corps de métier, on peut dire. Là, c'était plus... on se parle pas, c'est moi qui est ici, tu me demandes pas de service. Là, il y a plus une entraide. Il y a plus une communication entre chaque corps de métier. Ça l'aide le chantier. Le chantier en tant que tel. Fait que ça, c'est sûr qu'il y a une grosse amélioration là-dessus à comparer du début. Mais tu sais, ça, penses-tu que ça a été causé par... Parce que, tu sais, moi, une autre chose là, qui... Je pense qu'il est intéressant qu'on jase, c'est que quand que nous, on est rentré, la vague de solidarité avec les syndicats, d'être sûr et certain qu'il n'y a personne qui vole ta job ou qui vole qu'est-ce que toi, tu es supposé de faire. C'était vraiment un axe qui était super important dans le temps. Je pense qu'avec, justement, comme on dit depuis tantôt, les vues de la vieille. Puis là, je pense qu'on dirait que, tu sais, des fois, c'est comme, si tu veux le faire, tu sais, comme, fais-le. Moi, je suis pas... Je comprends.
Mais vous autres, c'était un petit peu plus touché. Ouais, mais c'est ça. comment tu vois la transition au niveau plus syndical entre quand tu as commencé puis qu'est-ce que tu vois présentement? Là? Je te dirais que les générales, les maîtres d'œuvre, ils veulent, comme tu dis, plus une polyvalence des métiers. Puis je comprends leur point, mais il y a certains métiers qui ont une spécialité qui ne devraient pas avoir de polyvalence. Tu sais, comme nous, Polyvalence, ouais. nous, on est spécialisé dans les éléments architecturaux et structuraux d'acier. Je je pense qu'on a. Tu sais, pas je pense, on a une expertise là-dedans, puis on doit se garder Ouais, tu notre dois métier en garder cette santé. partie-là. Ouais, Exact. Tu sais, puis c'est un exact. métier qui est dangereux. Tu sais, si tu te positionnes pas à la bonne place ou si tu mets tes mains pas Tu à la bonne l'échappes. place, ben c'est pas la poutre qui va plier puis qui va absorber le choc. C'est ça. C'est ton doigt qui va casser, c'est ton bras, c'est toi qui va le recevoir dessus. Tu sais, l'acier, c'est dur. Là. Je veux dire, c'est pesant, c'est dur, ça coupe, ça pardonne pas. Fait que Exact. je pense qu'il y a avec l'expérience qu'on a, avec les plus vieux que j'ai travaillé, ils m'expliquaient de où se positionner, où mettre tes doigts. Puis justement, là-dedans, puis dans ce qu'on fait, c'est très important pour la santé et sécurité. Puis ça fait que si il y a d'autres métiers qui commencent à toucher à ça, Exact. il peut arriver des accidents graves, justement avec les plus jeunes qui rentrent Dans le en métier. chantier, dans le métier. Tu sais, faut les coacher, puis tu laisses jamais un gars tout seul. Que peu importe quel âge que, quelle expérience que tu te laisses jamais tout seul. C'est comme si tu t'en vas en guerre. Là. Tu t'en vas en guerre avec ton chum à côté de toi, moi, puis toi. Ben, moi, je te suis, puis tu checkes mon dos, puis je check Ah, ton c'est dos. ça, Puis, tu exact. sais, nous autres, Vous êtes- des fois, avec mon partner, là, on niaise avec ça, là, mais si mon partner va pisser, je m'en vais pisser avec lui, là, en voulant dire. Tu sais, là, Non, 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 j'exagère, mais en non. voulant dire que c'est à chaque jour, quand on rentre à la job, ben, on veut retourner le soir à la maison. Là, on veut retourner avec nos 10 doigts, nos 10 orteils, Exact. puis en santé. Là, fait Ben, que, je pense que ça, c'est super important. Puis, qu'est-ce qui est important aussi de comprendre, c'est que chaque métier n'est pas pareil. ouais, Puis, chaque métier n'a pas les mêmes risques. ouais, Puis, ça fait en sorte que, justement, c'est très, très important de prendre en considération que si tu as une compétence, ouais, c'est la personne qui a la compétence qui doit le faire. exact. Ça c'est sûr et certain. Puis, je pense que c'est une bonne transition pour dire justement, comme toi, environ, mettons, comment vois-tu le futur du monde des monteurs d'acier, mettons? Où tu penses que vous allez être, mettons, dans un 10-15 ans? Est-ce que tu penses que le métier va tant changer que ça? Est-ce que tu penses qu'on va avoir beaucoup de technologies qui vont être insérées à travers tout ce que les actions que vous prenez sur le chantier? Est-ce que tu penses qu'il y a des outils qui sont sur le bord de naître ou qui vont naître dans les prochaines années, qui vont être en mesure vraiment de vous aider dans qu'est-ce que vous faites au quotidien? Comment tu vois le futur pour les monteurs d'acier? Je vois le futur un peu. Je pense qu'il y aurait du changement, mais pas vraiment. Parce que tu peux pas vraiment réinventer la roue, qu'on dit. Tu sais, je Exact. veux dire, une charpente d'acier, ça fait des années, des centaines d'années et plus ça se monte d'une manière, puis il n'y a pas 12 000 manières à faire, puis je pense pas, puis je pense pas voir des robots faire notre job. Ça prend vraiment tu sais, un côté humain pour le faire. Là. C'est sûr qu'il y a un côté de hauteur que c'est pas tout le monde qui peut faire ce job-là, mais c'est un adrénaline qu'on a, puis que c'est vraiment le fun. Mais les côtés évolution que je Ouais. pense voir, puis qui s'en vient, que moi, j'ai pas vu de mes propres yeux, mais que je vois tranquillement arriver, c'est les exosquelettes. Ouais, exact. Les setups Ça va être fort pour vous autres. que Puis, tu peux ouais, tu ménages ton dos et tes ouais. genoux. Je pense que dans certaines tâches, ça peut être utile pour épargner ton dos, justement, parce que dans des entorses lombaires, Ah, ouais. on Parce connaît que ça. Là. vous autres c'est vraiment le dos, en fait. Là. Surtout Qu'est-ce qui mange les la genoux, claque, là, les c'est genoux, vraiment le le dos, dos. les genoux. Puis c'est super intéressant que tu en parles parce qu'on va certainement avoir dans les prochains épisodes une entreprise puis un fondateur justement d'une entreprise qui a des exosquelettes puis qui essaie d'intégrer ça justement sur les chantiers de construction au Québec. Puis je pense que, imagine si toi, tu t'installes quelque chose sur ton corps le matin, puis tu pars, puis cet exosquelette-là est en mesure de te alléger tout le poids que tu es Mhm. obligé de garder à chaque jour. Fait que je pense que, oui, je pense que c'est comme
la grosse innovation qu'on va avoir au niveau de la construction dans les prochaines années. C'est sûr et certain qu'on peut pas réinventer la roue, mais ça, je pense qu'au niveau du corps, de faciliter le lever de charge ou que ça soit de gérer les hauteurs, whatever, je pense travailler à c'est ça. bras ou en position que tu nécessites vraiment ton dos ou des parties de ton corps qu'au bout de la semaine, tu vas être vraiment fatigué, tu vas avoir un épuisement. Tandis que là, avec l'exosquelette, je pense dans certaines tâches, je pense pas toutes les tâches que ça va être utile, mais il va y avoir certaines tâches que ça va avoir sa place. Ben, juste de l'avoir, je pense que ça va être solide. Mais en tout cas, cette technologie-là, je pense qu'elle est en train de se développer. Je pense pas qu'on va voir ça dans les prochaines années, mais c'est sûr et certain que ça s'en vient. Là, parce que moins que de jeunes qui rentrent sur la construction, plus que tu as besoin de conserver tes travailleurs que tu as présentement. Fait que ça va être super important pour le secteur de la construction, de garder ceux qui sont là le plus longtemps possible, éviter le plus de blessures possible avec le plus de santé et sécurité. Puis en fait, moi, une autre question que j'aurais pour toi, c'est qu'au niveau syndicat. Puis là, on rentre politique, syndicat, des trucs comme ça. Comme vous autres, sur le chantier, où ça s'en va, les négociations? Parce que là, on est à peut-être un an et 2 mois des nouvelles conventions puis des nouvelles négociations. Puis là, on sont supposés de commencer justement à négocier avec les nouvelles lois qui sont rentrées. Ils ont un an pour négocier. Comme où vous en allez là-dessus? C'est quoi les sujets qui sont discutés sur les chantiers? C'est quoi que vous autres, les monteurs d'acier, justement, qui est important pour vous autres, que ça change ou qu'ils soient gardés intacts, en fait? Là? C'est sûr que je pense que de nos jours, avec la quantité de monde qu'il y a sur la route, je pense qu'un des gros points qu'on va avoir comme négociation dans les prochaines conventions collectives, ça va être le temps de transport, le travelling. Là. Je pense que ça, c'est une grosse bataille qu'on doit d'augmenter puis s'assurer parce que dans le fond, nous, comment ça fonctionne, c'est qu'on est rémunéré au kilométrage de notre maison au chantier de construction. Puis, tu sais, je pense que même si j'habite à 48 ou 50 km de Montréal, je suis rémunéré pour ça, mais ça équivaut pas le temps que je passe dans mon auto. Exact. Mais c'est quoi, c'est genre 0,35, c'est quoi? C'est à peu près 20 pour le petit travelling. Puis c'était comme 4. Fait que entre 48 puis je pense c'est quoi, 66 ou 72, en tout cas, je me souviens plus, je pense que c'est 72. À partir de 48 km, t'as comme 20 et ou environ. Fait que, tu sais, la plupart du temps, je suis en haut de 48 km, puis je passe 1h30 dans mon char. Ah, c'est ça. Fait que ça, c'est le soir, sans compter le matin. C'est ça. Fait que pour que les gens qui nous écoutent, qu'est-ce que nous, on essaie de dire, puis il y a beaucoup de monde qui vivent la même chose. C'est juste que souvent, oui, on peut être rémunéré sur le kilométrage qu'on fait, mais si on est en bas du kilométrage qui est exigé pour être payé, pour être rémunéré sur le transport qu'on fait, tout le temps qu'on a dans le trafic ou qu'on a en auto n'est pas nécessairement rémunéré. Fait qu'en fait, pour dire, c'est qu'on compte le matin et qu'on compte le soir, plus notre 8 heures de travail, on se ramasse à un 10 peut-être heures de partie de la maison, en fait. Fait que c'est sûr et certain que ça, c'est quelque chose à prendre en considération. Puis comme tu dis, de plus en plus, il y a de plus en plus de monde sur la route, de plus en plus de trafic. Fait que c'est sûr et certain que pour tous les gens, c'est beaucoup de temps de perdu qui pourrait peut-être être rémunéré d'une certaine façon. Fait que oui, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est une bonne... Ça va être un bon point à négocier. Je pense que là, en ce moment, peut-être que le monde il va dire ouais, ben moi, je travaille à tant de kilomètres puis je suis pas rémunéré. Je trouve qu'il chiale pas mal, mais avec les grosses journées qu'on vit justement dans les journées qu'on vit, ben, les chaleurs qu'on subit, puis le froid. Je pense qu'on doit d'ajuster ça. Je pense aussi le salaire horaire doit être ajusté. La médic doit être ajustée. Les fonds de pension. Peut-être que là, je trouve qu'il y a beaucoup de points qu'on doit améliorer pour les monteurs d'acier, mais pour tout le monde aussi en général. On chiale ou on voit les gouvernements dire qu'on a une pénurie de main-d'œuvre dans la construction. Mais comment tu fais
Puis on a un manque aussi de la rétention. On n'est pas au Québec, ou peut-être partout ailleurs, je sais pas, on n'est pas capable de garder nos travailleurs dans le métier. Après, je pense, 4 ans, si je me trompe pas, la plupart du monde, ils vont quitter le métier. Ouais. Mais là, si on chiale qu'on a une pénurie de main-d'œuvre, puis qu'on n'est pas capable de garder notre monde dans le métier, qu'est-ce qu'on fait pour amener du monde? Puis on veut pas améliorer les conditions de travail. Tu sais, depuis la COVID, là, on a eu un problème avec l'hygiène, les toilettes, les lavabos. On est rendu en 2024. Il y a des chantiers en 2024 que tu n'as pas de toilettes propres, que tu n'as pas de lavabo pour te laver les mains avant de manger. Tu n'as pas d'endroit tempéré, je vais même pas dire climatisé, mais tempéré pour prendre ta pause. Mais travail de la construction, oui. Ben oui, c'est ça, travail de la construction. Tu les manges dehors, sur le bord du chantier, dans la roche, tout est beau. Ouais, mon gars. Tu gagnes un gros salaire. Tout. On est des humains. Une année, il faut améliorer. Puis si tu veux garder ton monde et attirer du monde, ben il faut que tu améliores des choses. Puis je suis content que, justement, que tu en parles. Puis, moi aussi, je pense un peu de la même façon. Puis le point là-dedans, c'est que je pense pas que le monde ne veuille pas rémunérer ou améliorer les conditions. Je pense qu'il y a un gros conflit entre les deux têtes au niveau de la construction, comme le patronat et le syndicat. Puis ça aussi, je pense que c'est quand même un bon défi de dire, OK, mais pourquoi qu'on n'est pas capable de s'entendre? Est-ce qu'on est capable de générer des conditions les plus adéquates possibles pour que, justement, en plus, au niveau de la rétention, que les jeunes qui rentrent sur la construction fassent comme « Hey, moi, je suis vraiment bien sur la construction, me continuer, puis je vais faire ma carrière là-dedans. Tu sais, de plus en plus, je pense que c'est sur un déclin. Puis, tu sais, il y a beaucoup de choses à négocier, il y a beaucoup de choses à travailler. Fait que, tu sais, puis là, sur le podcast, je vais essayer d'avoir beaucoup de monde au niveau des syndicats pour justement en débattre puis essayer d'avoir le plus d'informations possible. Mais qu'est-ce que tu viens de dire? Je pense que ça a vraiment d'allure. Il y a plein de choses qu'on doit discuter. Puis j'espère qu'on va être capable de s'asseoir, surtout avec le pouvoir d'achat puis avec l'inflation qu'on a eue dans les dernières années avec la COVID. J'espère qu'on va être capable de s'asseoir puis que nos syndicats, puis nos locales, puis tout le monde qui sont supposés travailler pour nous autres vont être capables de penser justement à tous les gens qui sont sur les chantiers de construction pour dire, regarde, on veut juste s'entendre sur quelque chose de solide. Exact. On veut juste que tout le monde soit bien puis que tout le monde gagne son argent. Que tout le monde soit gagnant-gagnant. Ouais. C'est juste ça qu'on veut. Fait que niaisons pas sur des mini-détails. Assoyons-nous, puis faisons un deal pour que tout le monde soit gagnant. Fait que moi, c'est vraiment ça que j'ai le goût qui arrive. Mais en même temps, on connaît l'historique de tout ça. Puis, anyway, en espérant que tout aille bien à ce niveau-là. Puis, pour finir, Alex, j'aimerais ça que tu shootes peut-être un conseil pour un jeune, une jeune, quelqu'un qui veut peut-être se lancer comme monteur d'acier. Qu'est-ce qu'il devrait voir? Qu'est-ce qu'il devrait prévoir comme vie? Qu'est-ce qu'il devrait penser? Puis qu'est-ce qu'il devrait avoir le goût de faire pour se lancer dans ce métier-là? Pour devenir monteur d'acier, en fait, faut que tu aimes avoir l'adrénaline. Je pense que le métier, c'est quelque chose que moi, je me réveille à chaque matin puis je suis content d'aller travailler. Je m'en vais travailler, je m'en fais ma journée. C'est quelque chose que faut que tu sois fier de ta job. Puis si t'aimes les hauteurs, tant mieux, c'est fait pour toi. C'est le métier pour les hauteurs. Si t'aimes souder, viens-t'en, on a besoin de soudeurs. Puis dans notre métier, on est fort syndicalement, sérieusement, on fait attention. C'est une bonne communauté. Pour vrai, mettons, dans votre métier, vous avez une méchante bonne communauté. Vous avez juste un local. Si moi, je peux parler, mettons, moi, au niveau électricien, c'est plus divisé. Vous autres, vous êtes vraiment comme unis. On représente le 711, le local 711 à l'international, on représente 95% des monteurs d'acier. C'est ça, c'est fou. C'est ça qui fait notre force, en fait. Puis, tu sais, à l'intérieur de ça, quand t'es avec le local 711, on a des avocats. Moi, je me suis blessé au dos, puis c'est eux qui ont défendu ma cause, puis ils ont gagné Parce que, dans le fond, je vais faire une histoire courte à l'intérieur de ça. C'est que mon employeur disait que je gagnais un salaire minimum, puis les 3 semaines que j'étais chez nous, ben, il me donnait... Le CNSST me payait comme j'étais salaire minimum, mais j'ai eu une entorse lombaire que je me suis fait mal sur la job. Puis là, je suis payé salaire minimum, mais moi, je connais pas ça. J'ai jamais été sur la CNSST. Là. Mon but, c'est juste de me guérir puis de retourner au chantier le matin. Travailler là, pour continuer. Là. Ben oui, parce que j'aime ça. Là, j'appelle mon local. Hey, Alex, salut, comment ça va? Ouais, OK, parfait. Je te mets en contact avec l'avocate. Elle va prendre ton dossier en main. Puis
tout va être beau, guéris-toi, nanana. L'avocate a pris mon dossier, elle a gagné, puis je me suis fait rembourser. C'est important, là. C'est super important. Mais pour revenir un peu à la question pour les jeunes, c'est ça. Si t'as de l'adrénaline, si t'aimes souder, si t'aimes le travail manuel, si t'aimes assembler des choses, avoir la fierté de voir que, OK, c'est toi qui as construit le stade Percival Molson, c'est toi qui as construit ce pont-là, c'est toi qui as construit ce champ d'éolien-là, les barrages hydroélectriques, peu importe, il y a plein d'opportunités. Il y a tellement d'opportunités. On se retrouve dans les 4 secteurs de la construction résidentielle, commerciale, génie civil, institutionnel, industriel. Il y a de la job. On a des bonnes conditions. On est un métier qui fait attention à nos confrères. Je veux dire... Il y a que du positif. Que du positif. C'est sûr qu'il faut que tu sois prêt à faire des sacrifices, puis il faut que tu aimes relever des défis. Puis il faut que tu veuilles travailler. Ça prend du monde qui veulent travailler et qui ne veulent pas se pogner le cul. Ça, c'est important. Les gars, le monde de la construction, il faut que tu sois allumé. Il faut que tu aies le goût d'avancer. Il faut que tu aies le goût de défi, mais il faut que tu aies le goût de travailler. Ouais. Si tu veux te pogner le cul, la construction, c'est pas le bon métier. Non. Mais tout pour dire que si tu as le goût de te dépasser puis que tu veux faire quelque chose de différent puis qui est vraiment intéressant, puis tu peux tomber sur des chantiers de fou, là, comme le Pont Champlain, lance-toi, informe-toi, il y a plein d'informations, lance-toi dans le cours, puis je suis sûr et certain qu'il y a plein d'entreprises présentement, il y a même plein de projets publics qui cherchent des monteurs d'acier, lance-toi, puis hey, regarde, mon chum, cheers, man. Merci d'être passé. Premier épisode, je t'avais dit qu'on faisait ça ensemble. That's it. Merci. Ciao, guys. À la prochaine. À bientôt. Bye bye.